Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 320 du podcast Jean Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief NFL hebdomadaire. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut à tous. Est-ce que ça résiste manche courte ou pas là? Parce qu'il commence à faire froid quand même. Non, petite chemise. Bon, quand même. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, toujours les soirées Game On au Hard Rock Café Paris. Happy Hour pour tous ceux qui viennent voir les matchs. Ne ratez pas ça, évidemment. Au programme cette semaine, une superbe affiche entre les Seahawks et les Niners. Une défense retrouvée à Pittsburgh et la chute des Saints et des Chiefs. On parle de tout ça et de tous les matchs de la semaine, bien évidemment, avec les tops, les flops, vos questions et le répondeur. C'est parti pour une nouvelle émission. Jackson takes it himself. Look at him turn back and forth. Oh! He broke his ankles. Now he's got an entourage. And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. 47-yard touchdown run by the magical quarterback, Lamar Jackson. Les Niners ne sont plus invaincus et quel match! C'était le match de la semaine. Raphaël, 49ers 24, Seahawks 27 après prolongation. C'était l'affiche de la semaine et elle a tenu ses promesses, je le précise parce que c'est pas toujours le cas. Là on avait quand même une grosse affiche de la conférence NFC, elle a tenu ses promesses. Les Niners ont raté le field goal de la victoire en prolongation après avoir intercepté Russell Wilson, mais Russell Wilson a fini par aller chercher cette victoire. Est-ce que l'expérience a fait la différence un petit peu? Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'expérience qui a fait la différence. On l'avait un peu souligné dans le preview jeudi dernier. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est le talent un peu au-dessus de 2-3 joueurs clés à Seattle qui a fait la différence sur ce match, notamment Russell Wilson, et on y reviendra sans doute après, Jadeveon Clowney en défense. Mais j'ai plus l'impression que ça se joue peut-être là-dessus, un poil de chance des deux côtés, mais bon, ça c'est dans le sport même, la chance on va dire, donc c'est pas forcément un argument en soi. Ouais, je verrais plus ça que l'expérience même, ou peut-être l'expérience du kicker rookie des 49ers. Ça, effectivement, premier gros kick de sa carrière à domicile, en tant qu'équipe invaincue. Il y a peut-être ce côté-là d'expérience, effectivement. Les commentateurs américains l'ont jinxé d'ailleurs à fond, parce que donc c'est Chase McLaughlin, son nom, et ils étaient vraiment en boucle avant le kick. Il a été tellement fort en fin de match, et à l'échauffement, on l'a vu, il était tellement fort. Et puis on a parlé avec Robbie Gould qui est blessé, il nous disait qu'il l'a coaché, qu'il était tellement fort, et là le mec s'est complètement raté. Et je vais pas mentir, au moment où il y a le temps mort avant, et en fait j'étais en train de me préparer à écrire le résumé, j'avais écrit la première phrase du résumé qui était: les grands matchs ont parfois des héros improbables, et pile à ce moment là il rate et j'efface ma phrase et je repars de zéro. Donc bon, le pauvre, en effet, il y a eu ça. Après t'as raison de le souligner, c'est vrai qu'on avait dit les playmakers sont côté Seattle. Ouais, bah oui, Russell Wilson et Jadeveon Clowney sont les deux hommes du match, et ça fait quelque chose d'assez énorme. On va revenir, on peut commencer là-dessus. Tiens, Russell Wilson MVP, du coup, on l'avait mis en MVP dans nos pronos de mi-saison. On avait dit qu'il devait confirmer pour l'être en gagnant ce match. Bon, bah il fait tomber les 49ers invaincus. Il a un seul touchdown, une interception. L'interception, elle fait du mal elle aurait pu faire beaucoup de mal en prolongation, parce qu'à ce moment-là, on se dit ils vont gagner. Voilà, on peut pas l'arrêter, ils ont gagné le tirage au sort, il y a une vraie dynamique, mais c'est aussi ça la force des grands joueurs, c'est qu'ils se relèvent derrière, quoi. Ouais, c'est ça, il se relève derrière, il a pas vraiment eu le temps de trop se poser de questions, il est allé chercher sur ce dernier drive en prolongation, il y a cette course de 18 yards de mémoire à peu près pour aller chercher un first down et bien faire avancer l'équipe, il trouve les solutions à la passe, il a été bon, il y a cette interception.
Bon, ça arrive. Effectivement, il aurait pu coûter cher. Maintenant, un match à interception, c'est pas forcément dramatique, surtout face à une telle défense qui lui a mis beaucoup de pression. Ou des fois, il faut lancer, risquer pour ne pas prendre un nouveau sac, pour ne pas prendre un. Bon, moi, je trouve que ça reste encore une bonne prestation. Il s'en sort aussi sur ce match-là. La défense a enfin fait le taf pour aider l'équipe à gagner, clairement. Mais cette victoire, elle porte aussi son signe. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Alors, c'est vrai que Russell Wilson finit le boulot, on va dire, mais il y a un énorme taf défensif, parce que c'est vrai que l'attaque de Seattle ne marque pas un point offensif dans toute la première mi-temps, et ils marquent leurs 2 touchdowns dans le 3e quart-temps parce que la défense récupère des ballons et leur redonne des possessions courtes. Parce que c'est vrai que sinon la défense de San Francisco fait aussi du bon boulot. Et donc on a déjà cité son nom 2 fois, Jadeveon Clowney, qui fait son premier énorme match référence avec cette équipe de Seattle dans laquelle il est arrivé à l'intersaison. Alors j'ai plus la stat sous les yeux pour Clowney, mais donc il a un fumble forcé, il a 5 quarterback hits et il a combien de sacs, Clowney? Je suis en train de chercher en même temps que je te parle. J'étais persuadé de les avoir. Il a un sac, voilà. Il a un sac, 5 quarterback hits, un touchdown. Il fait un match énormissime. Un fumble forcé, et il est aussi très très bon contre la course avec plusieurs snaps sur lesquels il va plaquer le coureur adverse soit sur la ligne de scrimmage, soit un petit peu avant, où il le ralentit suffisamment pour laisser à ses partenaires la chance de l'arrêter très vite. Il a été clairement monstrueux. Il fait pencher toute une partie du match le momentum dans le camp de Seattle, et je pense notamment à cette première mi-temps où les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 10-7 en faveur de San Francisco, mais c'est bien payé pour Seattle parce que cette première mi-temps elle est quand même largement dominée par les 49ers, et avec d'autres éléments, avec peut-être un George Kittle en attaque côté 49ers, mais avec d'autres éléments, les 49ers doivent presque avoir match gagné en première mi-temps, on va dire, et t'as Jadeveon Clowney par qui cette action vraiment relance toute l'équipe. Donc non, il a été monstrueux, il a permis à ses autres partenaires de briller, et c'est un petit peu ce que t'attends de ce genre de joueur, donc il a été là. C'est ça la bonne nouvelle, plus que Wilson, c'est ça la bonne nouvelle pour Seattle, c'est la défense. Oui, je pense le caractère montré par cette défense et cette capacité à sortir le gros match au moment où on les attendait le plus, c'est forcément une très bonne nouvelle. Va falloir confirmer, ils auront à affronter des attaques avec peut-être moins de blessés, mais aussi, on pourrait y revenir, mais des quarterbacks peut-être plus fiables encore à l'heure actuelle que Jimmy Garoppolo. Donc ça devrait s'élever plus tard dans la saison, mais c'est une bonne nouvelle quand même, effectivement. Et c'est un tour de force parce que tu peux pas gagner un match en perdant 3 fumbles et une interception sans avoir une grande défense. De toute façon, oui. Sinon ils étaient cuits à partir de là. C'est donc, les 49ers donc, ont été au niveau en défense. Bon, c'est pareil, on va pas épiloguer sur la défense de San Francisco. Elle a fait son boulot. On l'a dit, elle force 4 turnovers quand même. Donc dans les faits, il y avait quand même de quoi aller au bout. Mais c'est moins tranchant en attaque. Alors tu l'as dit, il manque George Kittle. Emmanuel Sanders se blesse en début de match alors qu'il a déjà une excellente connexion avec Jimmy Garoppolo et qu'il est déjà efficace sur le début de match. Il avait 2 réceptions pour 24 yards quand il sort, et il avait été ciblé 4 fois. Mais du coup, ça donne un Jimmy Garoppolo assez fébrile en fin de match. Il manque l'interception de peu à 2 reprises au moins sur le dernier drive où ils égalisent sur le temps réglementaire. Donc il y a le field goal de l'égalisation, mais sur ce drive-là, c'est quand même très olé et il est vraiment pas loin. Et en prolongation, il a 1/6. Alors, il y a des ballons relâchés, il y a des blessés, mais c'est pas non plus une belle fin de match de Jimmy Garoppolo. Non, c'est pas une belle fin de match de Jimmy Garoppolo. Comme tu l'as dit, moi, c'est au-delà des quelques drops, c'est beaucoup de lancers surdosés, imprécis. Pour moi, c'est vraiment 3-4 interceptions même qui auraient pu être faites par les Seahawks. Il y a 3 fois minimum où les défenseurs de Seattle ont la balle dans les mains pour l'intercepter et puis elle leur échappe des mains, et voilà. Il n'a pas été tranchant, et au final, à mon sens, ce qu'il n'est pas encore, mais qu'il peut le devenir, je dis pas qu'il ne peut pas le devenir, mais en théorie, là, sur ce match-là, à mon sens, un grand quarterback aurait dû tuer le match dès la première mi-temps, en fait. Il y a trop d'opportunités gâchées en première mi-temps. Sa défense lui rend à chaque fois très vite le ballon. Il y a beaucoup de third and out côté Seahawks. L'attaque aurait dû enchaîner à ce niveau-là. Alors,
il est peut-être pas aidé par un jeu au sol qui a eu un peu plus de mal que d'habitude. Oui, c'est une des grandes victoires de Seattle aussi, hein, c'est de ralentir le jeu au sol de San Francisco. C'est ça, donc comme d'habitude dans ce genre de match, c'est pas que lui qui se rate, il y a aussi une défense en face qui élève son niveau de jeu, qui le met en difficulté, mais c'est vrai qu'on pouvait espérer un Garoppolo peut-être plus tranchant, et comme tu dis, ces derniers drives sont pas au niveau. Bon, après, il en est même pas une saison entière en tant que titulaire, lui aussi doit progresser dans son jeu. Il n'y a rien de catastrophique dans cette défaite pour les 49ers. Hein. Tout n'est pas acheté, clairement. Bon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis au sens où il commence par field goal touchdown, derrière punt, fumble perdu pour un touchdown, punt. Donc ça fait une première mi-temps en effet qui aurait pu être beaucoup plus efficace. Derrière des punts de Seattle, ils puntent aussi très souvent, quoi, alors que la défense a rendu le ballon. Donc c'est un des axes de progrès. En tout cas, c'était une très belle affiche et ils se retrouveront en dernière semaine avec donc peut-être en jeu une première place dans la NFC ou au moins le titre de division. Enfin voilà, ça manquera pas d'enjeu a priori pour cette rencontre-là. Steelers 17, Rams 12. La défense est de retour en force à Pittsburgh. Alors ça a toujours été une des marques de fabrique de la franchise, un peu moins ces dernières années où ils étaient très offensifs. Là, cette défense, elle redevient exceptionnelle. Les Rams ne marquent pas un seul touchdown offensif, ils sont à 306 yards au total, et surtout encore 4 ballons arrachés par Pittsburgh qui sont impressionnants à ce niveau-là. 26 ballons arrachés sur la saison, seuls les Patriots font mieux avec 27. Donc on est vraiment sur du très très fort. Il y a encore 2 sacs pour TJ Watt, une interception de plus pour Minkah Fitzpatrick, et en plus c'est une défense jeune, j'ai envie de dire, ils construisent sur le long terme avec ces pièces-là, avec Fitzpatrick, avec des Watt, avec Devin Bush. Oui, ils ont des jeunes pousses sur tous les étages, on va dire, de la défense, ce qui est assez intéressant à ce niveau-là. En plus, qu'ils sont encadrés par des vétérans. Dans un cas comme Kaiser Hayward qui est très bon depuis des années, dans un cas comme Joe Hayden qui retrouve un certain niveau, enfin depuis quelques semaines Joe Hayden, le cornerback, retrouve un peu de sa splendeur les années où il avait fait le Pro Bowl. Non, c'est vraiment une superbe défense qu'on voit du côté des Steelers et ils en ont bien besoin parce qu'offensivement c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est dur, non mais c'est dur, ouais. Ouais, offensivement on peut le dire, c'est quand même pas bon ce qui est proposé par les Steelers. Hein, c'est pas voilà, le contexte l'explique, mais donc ils ont besoin de cette défense pour aller arracher des matchs. Elle le fait particulièrement bien avec tous ces big plays. Minkah Fitzpatrick, depuis son arrivée, a quand même donné une nouvelle ampleur à cette défense. Je sais pas où il va s'arrêter, je sais pas où vont s'arrêter les Steelers en termes de bilan, mais à la fin de l'année, pour joueur défensif de l'année, il pourrait ne pas être si loin que ça. Et ben c'est la question que j'allais te poser, mais il est à 5 interceptions déjà cette saison. Il pourrait ne pas être si loin de ça parce que t'as un Shaquille Barrett qui avait bien commencé la saison qui régresse un peu. T'as Clooney, t'as Mack et Donald qui sont peut-être pas aussi forts que ce qu'on pouvait attendre. Côté Patriots, l'éparpillement des voix entre Gilmore, McCourty aussi. Enfin, bon. Non mais clairement. C'est un des enjeux là qui est venu, c'est une des questions qui est revenue souvent après ce match, hein, Fitzpatrick dans la discussion pour le défenseur de l'année. Et comme tu le dis, le fait que les Patriots ce soit un effort de groupe, ça dilue un peu les voix. Et il n'y a pas une énorme individualité qui sort au moment où on se parle. Après, il reste encore 7 matchs, enfin cette semaine. Mais en tout cas, il vient là-dedans et il a changé, il a aidé à changer en bien cette défense. Hein. Voilà, c'est ça, c'est qu'en plus, lui bénéficie quand même d'une sorte de regard d'image qui pourrait être fait avant Fitzpatrick. Quand il est arrivé dans cette défense, on voyait déjà des problèmes dans la défense des Steelers en début de saison. Par rapport à l'an dernier, on sentait qu'il se passait quelque chose, mais clairement, il a apporté une touche en plus. Et du coup, tu as une défense ultra solide, qui est complète, qui est physique, qui est agressive, qui est rapide. Beaucoup de vitesse, hein, vraiment, moi, ça fait partie des éléments, je trouve, capables d'amener de la vitesse sur la pression, etc. Et ça suffit face à une équipe des Rams qui, elle, offensivement, ne trouve plus la clé. Enfin, et vraiment, que ce soit Goff ou sa ligne offensive, c'est compliqué. Alors, juste avant d'en venir aux Rams, une dernière question sur les Steelers. Mike Tomlin qui fait quand même du bon boulot. Tu l'as dit, il n'y a pas d'attaque, il gagne que 273 yards sur ce match, les Steelers. Donc gagner un match avec 273 yards en NFL, c'est rare, surtout face aux Rams. Mason Rudolph est bien géré, il ne fait pas d'erreur sur ce match, mais il a 22 sur 38, 242 yards. Bon voilà, c'est très géré. Ils n'ont pas de jeu au sol sur ce match. Ils sont dans la course au playoff.
puisqu'ils sont à 5-4. Ah bah oui, oui. On a parfois embêté Tomlin sur sa gestion de l'effectif, mais là sur le coaching, il est en train de faire une belle saison quand même. Bah écoute, tu devances un peu mon top que j'allais avoir plus tard dans le podcast, donc je dis oui et je développerai un peu après. Mais alors on va passer aux Rams. Tu disais qu'il y avait plus grand chose en attaque du côté de Los Angeles. Oui, et c'est ce que je comptais te demander. Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme là? Est-ce qu'on arrête de dire oui, mais il digère, oui, mais il se prépare aux playoffs, oui, machin? Parce que là, ça s'envole devant dans la division. Oui, on tire la sonnette d'alarme, même si comptablement ils sont pas encore largués pour une wildcard. Bon, voilà, on tire de la sonnette d'alarme parce que tant qu'ils vont pas régler ce problème offensif, ils iront pas plus loin cette saison. Le problème vient vraiment de là parce qu'encore une fois la défense des Rams n'encaisse que 10 points. Si on enlève le touchdown encaissé par l'attaque, on va dire, les Rams n'encaissent que 10 points sur ce match. Donc le problème vient pas de la défense ce week-end, il vient de cette attaque. Un Jared Goff complètement paumé qui est paniqué derrière sa ligne offensive qui a chuté en niveau avec tous ces nouveaux joueurs. Gurley, son utilisation reste toujours avec parcimonie, on va dire. Eh ben, il n'a pas touché un seul ballon dans le 4e quart-temps. Donc non, mais en plus les quelques fois où il a couru pas si mal, donc ça reste un peu étrange. Et puis surtout quand la défense adverse arrive à museler Cooper Kupp, qui est un peu le receveur de secours de Jared Goff dans le slot, tout ça. Alors là, ça devient la panique totale à bord. Donc pour les Rams, c'est à la fois simple et difficile. C'est l'attaque qu'il faut régler. En ont-ils les capacités à l'heure actuelle? Je suis pas certain. Et t'as tout dit au sens où Cooper Kupp a donc été bien muselé, et derrière Goff il est à 2, donc 0 touchdown, 2 interceptions, 3 fumbles dont 1 perdu, ils en recouvrent 2, voilà. Et tu t'as tout dit, Todd Gurley a pas passé les 100 yards une seule fois cette saison. Moi je ne bois plus et j'accepte plus le bullshit de Sean McVay qui nous dit non mais c'est le plan, c'est la gestion, c'est prévu, etc. C'est pas possible, t'as pas Todd Gurley qui fait pas un seul match à plus de 100 yards, qui court à 6,1 yards par course. Tu disais il courait bien, il a 73 yards en 12 courses et tu lui donnes pas un seul ballon dans le dernier quart-temps. C'est d'un match qui se termine à 5 points. Oui, c'est ça. Surtout que le retard fait pas que tu as besoin de passer à tout va pour essayer d'aller vite. Hein. Mais c'est assez bizarre parce que c'est pareil. Le seul drive sur lequel l'attaque des Rams c'est bien, de mémoire, c'est au cours du 3e quart-temps. C'est quand ils se mettent à jouer up tempo, il y a plus de snaps, ils accélèrent, ils mettent un peu en difficulté cette défense de Pittsburgh. Et tout d'un coup, une fois qu'ils sont de mémoire, c'est dans les 20 yards adverses, ils se remettent à faire des snaps, ils reprennent leur temps. Et là, ils font plus rien, ils avancent plus, ils se contentent d'un field goal. Et j'ai l'impression que je sais pas pourquoi McVay n'arrive pas à relancer cette attaque up-tempo vraiment. Est-ce que c'est la ligne offensive qui est tellement en difficulté qu'il faut réassigner à chaque snap quasiment, bien dire au mec c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais tel bloc, je sais pas, mais en tout cas il y a un souci, il y a absolument un souci d'exécution à tous les niveaux dans cette attaque. Donc oui, vas-y, finis. J'allais dire, ça ira contre des défenses très faibles, parce qu'il y a des talents qui font qu'à mon avis, ça pourra passer contre des défenses très faibles. On l'a vu quand un Cooper Kupp à Londres, il y a 2 semaines, fait plus de 200 yards à la réception. Voilà, ils vont réussir, mais face à ces grosses défenses, ils vont être bloqués. Et je vois pas comment ils règlent ça en dehors de l'attaque, et ils ont intérêt à, comme tu le dis, à faire ça vite parce que oui, comptablement ils sont pas largués encore, mais ça ne saurait tarder. Mais moi je pense qu'il y a 3 choses principales qui marchaient très très bien pour eux et qui ont déraillé. Il y en a peut-être 2 qui sont solutionnables et une un peu moins. Celle qui ne l'est pas forcément, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part avec le genou de Gurley ou sa santé ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas solutionnable. Celui qui est peut-être solutionnable mais qui est compliqué, c'est que a priori, on parlait souvent de quarterback de système. Jared Goff doit être dans des très bonnes conditions, avoir du temps pour lancer, etc. Donc ça, il va falloir reconstruire devant lui. Bon, il y a du temps, pourquoi pas. Et la troisième, qui à mon avis est plus facilement gérable et qui va revenir, c'est que Sean McVay est dans une année 100 en termes de coaching. Enfin, il y a des choix, il y a des erreurs qu'il fait qui seraient pas tolérées pour d'autres coachs. Quand Blake Bortles rentre sur une 3e et 2, alors que tu es censé avoir un quarterback à 100 millions de dollars sur le terrain, et que tu dis le plan c'était de donner le ballon à Bortles pour qu'il essaie de rentrer dans le tas, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe, quoi. Et derrière ça,
la tentative de fake punt téléphoné avec Johnny Hekker qui est dans un fauteuil pour essayer de lancer et qui se fait intercepter. C'est compliqué quoi comme choix. On serait tombé sur Adam Gase ou des trucs comme ça pour moins que ça. C'est vraiment, moi j'hallucine de voir Blake Bortles rentrer sur 3e et 2 dans un moment important. Enfin, ça me paraît quand même. Voilà. Oui, donc je pense qu'il y a ces 3 trucs là qui allaient très bien pour eux l'an dernier ou ces 2 dernières années qui vont pas. Et il va falloir en solutionner le plus possible pour que ça reparte, mais c'est clairement pas une bonne saison pour les Rams qui ont cette vraie gueule de bois du Super Bowl, voire plus pour l'instant. Les Saints 9, Falcons 26, 7 sacs pour les Falcons avant ce match, 6 sacs pour les Falcons dans ce match, 2 sacs et demi pour Grady Jarrett, 1,5 pour Michael Beasley. Alors où était-il passé ? C'est l'effet rivalité ou alors ils sont réveillés ? Je sais pas, c'est un peu les peut-être pas à ce point-là et à ce niveau-là, mais c'est un petit peu les Falcons qu'on attendait pour certains. Moi, je les avais en playoff. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu ça qu'on attendait, qu'on a enfin vu. Est-ce qu'ils se sont enfin battus pour leur coach ? Je sais pas. Comme tu dis, est-ce qu'il y a le côté rivalité ? Sans doute un peu, mais à ce point-là, c'est quand même. Quand une équipe était au niveau qu'elle montrait depuis le début de la saison et qu'elle sort ce match tout d'un coup au milieu de la saison, c'est tout. Enfin, pour nous, je trouve, et de manière globale, c'est toujours très dur à analyser parce que c'est un match comme ça. Tout d'un coup, finalement, tout se remet à marcher. Est-ce que ça lance vraiment une dynamique ? Est-ce que j'ai pas vraiment d'explication sur le côté Falcons, sincèrement, pour expliquer pourquoi tout d'un coup ils se réveillent. Clairement, moi je suis comme toi, je vois pas trop ce qu'on peut en tirer. On l'a mis en lumière parce que c'est vrai que c'est un résultat significatif. On va parler des Saints parce que c'est des prétendants. Les Falcons, ça change rien à leur saison. Ils sont à 2-7, ils vont pas aller en playoff ou quoi que ce soit. Mais ils ont fait, je pense que ça valait le coup d'en parler parce que comme tu dis, c'est le match de l'équipe qu'on avait pronostiqué en playoff au début de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont 143 yards au sol. C'est leur record sur la saison. Ils ont donc 6 sacs, c'est leur record sur la saison. Ils n'ont pas besoin d'un gros Matt Ryan, mais ça suffit. Donc voilà, c'est plus pour la déception qu'on voulait en parler, c'est qu'on voulait voir ça plus tôt, probablement. Pour les Saints... je pense qu'on n'est pas les seuls, un certain Grégory. C'est vrai. Pour les Saints, donc, le positif, c'est qu'ils ont quand même plutôt pas mal défendu. Il y a eu un beau duel entre Marshon Lattimore et Julio Jones, notamment, avant que Lattimore sorte sur blessure, mais il se tenait bien, c'était un beau duel quand même. Ah oui, il avait même bloqué Jones sur chacune, il avait empêché Jones d'avoir une réception. Dès que Lattimore sort, Jones a sa première réception, donc effectivement Lattimore était... Et c'est sûr que la perte d'un cornerback comme lui ouvre un peu les possibilités pour l'attaque adverse. Ça, y a absolument aucun doute. Après, leur défense au sol, qui d'habitude était si bonne, là, a quand même craqué au moment où on s'y attendait le moins possiblement. C'est vrai. Mais bon, la défense... un jour sans, ça peut... C'est plus l'attaque du coup, moi, c'est là que je voulais en venir. C'est quand même la ligne a pris l'eau, ça n'a pas été un bon match pour Drew Brees forcément non plus. C'est la 3e fois qu'il ne marque pas un seul touchdown cette saison. Il y a aussi eu des pénalités, ils offrent 6 first downs sur des pénalités. Donc c'est pareil, est-ce qu'on met ça sur le compte du match 100 ou est-ce qu'on commence à avoir quand même des motifs d'inquiétude ? Dur à dire, hein. Sincèrement, j'ai un peu du mal à me placer dessus. Moi, j'avais des motifs d'inquiétude sur Drew Brees avant le début de saison. Ses premières semaines étaient bonnes. Je demandais à attendre de voir sur la longueur, mais parce que moi, ce que j'avais vu l'an dernier, c'était de la fatigue physique en fin de saison. Je suis pas persuadé que ce soit déjà le cas là à ce niveau-là, parce que je retrouve pas le Drew Brees de fin de saison dernier, donc c'est pour ça que je suis pas persuadé que ce soit physique pour le coup. J'ai plus l'impression que c'est un match sans vraiment des Saints cette semaine. Maintenant, bon, à voir aussi la blessure de Lattimore, hein, parce que il tient quand même tout ce backfield défensif. Sa blessure sur un potentiel long terme pourrait être assez désastreuse côté New Orleans. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est retour d'une semaine à l'autre. Les blessures aux ischio, type un peu élongation, etc. C'est toujours un peu compliqué à gérer. Il faut pas revenir trop vite pour pas l'aggraver. Enfin voilà, c'est toujours des pépins un peu embêtants. Mais comme tu dis, ce sera à surveiller. Donc, c'était la grosse surprise de la semaine, une des plus grosses surprises, je crois, statistiquement. Par rapport au bilan des équipes de cette saison, mais voilà, donc ça valait le coup d'en parler, mais fondamentalement c'est vrai que ça change pas grand chose, hein, on est d'accord là-dessus, à la saison des deux équipes en fait. Non, c'est peut-être le plus embêtant finalement, c'est pour les Saints en termes pour aller chercher une bye week en playoff ou quelque chose comme ça, perdre face à une équipe qui était à 1-7, bon, c'est vrai qu'ils pourront peut-être regretter de ce côté-là. Petite pause et les autres affiches de la semaine. Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
want these kind of dreams, it's Californication. Bengals 13, Ravens 49. On commence les autres affiches avec évidemment le show Lamar Jackson éclatant au sol, une course de 47 yards pour un touchdown qu'on a vu partout et qu'on a entendu dans le premier jingle de l'émission d'ailleurs, mais il était aussi là à la passe. 15 sur 17, 3 touchdowns et 158.3 d'évaluation. C'est passé quasiment inaperçu au milieu de cette course, mais il rend une évaluation parfaite et c'est seulement le deuxième quarterback de l'histoire avec 2 matchs parfaits dans la même saison. Petit quiz, l'autre qui a réussi 2 matchs parfaits dans la même saison d'après toi, il est encore en NFL mais il est blessé cette année. Nick Foles. Petit indice. Non. Ouais. Ben Roethlisberger. Ah ouais. Okay. En 2007, ça remonte, hein. C'était il y a 12 ans. Lamar Jackson, course au MVP d'ailleurs, du coup, maintenant. Il mérite d'avoir des mentions, on en avait un peu parlé la semaine dernière aussi. Ça pourrait se jouer en cas de bilan si jamais les Seahawks n'allaient pas en play-off. J'y crois pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas le calendrier des Seahawks en tête, donc. Ouais, il faudrait que ça tombe pas mal, ouais. Voilà, faudrait que ça tombe pas mal. Si jamais les Seahawks n'y vont pas, là, dans ce cas-là, tu peux te poser la question. Mais disons que sur la note artistique et médiatique, Lamar Jackson, il marque des points toutes les semaines, quoi. Ouais. Là, il est vraiment dans un mood assez énorme en attaque. Mais globalement, les Ravens, de manière générale, depuis 2-3 semaines, il y a une dynamique qui se crée autour. On a vu les images aussi assez sympas de John Harbaugh sur le banc de touche avec Lamar Jackson. Tu sens qu'il se crée quelque chose autour de cette équipe, autour de ce joueur. Survendu ou pas, chacun se fera son idée, mais en tout cas, c'est quand même assez agréable à regarder en ce moment. Franchement, tu peux pas survendre une course pareille, c'est juste incroyable, quoi. Oui, non, mais elle est absolument. Non, mais je parlais plus généralement de tout ce qu'il y a autour de Lamar Jackson, au-delà même de cette course, hein, que certains peuvent trouver. Maintenant, on a plus qu'une chose. Enfin, moi, j'ai qu'une envie, c'est de les voir en play-off et voir ce qu'ils vont faire sur un match à élimination, quoi. Franchement, je sais que tu étais dans le bandwagon depuis un moment et que tu aimes bien ce qui se faisait. Moi, je suis en train de tranquillement aussi. J'apprécie de plus en plus de les regarder. Franchement, je vais pas mentir là-dessus. Je trouve ça de plus en plus sympa. Et après tout, oui, c'est pas conventionnel, mais faut se laisser aller aussi à s'amuser, à voir autre chose, quoi. Oui, tu vois, enfin, moi, j'avoue que j'ai du mal un peu à entendre les remarques, ceux qui disent oui, mais voilà, c'est un quarterback coureur, ça va durer 2 ans et puis il va disparaître. Bah, peut-être, et alors, enfin, je veux dire, si en attendant ces 2 ans de bonheur pour les fans des Ravens et pour la NFL, profitons. Mettons-nous dans le canapé, profitons et voilà, quoi. Mais c'est ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis dans les faits, enfin, voilà, on est tous. Évidemment, il faut tout pour faire un monde et pour gagner et tout ça. Et ça marche très très bien ce qu'ils font. Je vais prendre un contre-exemple extrême, mais on va, au bout d'un moment, on peut critiquer ce qu'on veut et tout, mais c'est quand même beaucoup plus excitant de voir un mec qui fait une course de 47 yards avec un spin move que de regarder Tom Brady qui distribue des passes de 10 yards au millimètre, toutes les, tu sais, comme une machine, je recule, je lance, je recule, je lance, je recule, je lance. Ce qui est incroyable quand il est réglé aussi, hein. Mais dans les faits, en termes d'émotion, en termes d'excitation et tout, quand tu vois le mec qui commence à reculer, à esquiver, à faire un spin et machin, bah ouais, on s'éclate. Et après, comme tu dis, bah ça dure 2 ans, mais le plus longtemps sera le mieux, visiblement, tant on s'amuse pour l'instant. Bon, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce match. Marcus Peters a marqué un nouveau touchdown de 89 yards. Sacré playmaker aussi, d'ailleurs. Ouais, pour moi, ils l'ont vraiment fait venir pour ça, parce que t'as déjà Marlon Humphrey, alors Jimmy Smith qui est souvent blessé, mais t'avais des cornerbacks, et Marcus Peters, c'est vraiment ce cornerback que je fais venir pour changer le cours d'un match avec un big play. Ça marche bien pour le moment. Et puis, les Bengals, maintenant on le sait depuis cette semaine, ils sont à la rue, les pauvres. Ryan Findlay qui a été envoyé à l'abattoir pour son premier match, 16 sur 30, 167 yards, un touchdown, une interception retournée pour un touchdown, un fumble retourné pour un touchdown. Le pauvre, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse là-dedans, quoi? Ah oui, non, comme tu dis, il a été envoyé à l'abattoir. On savait très bien ce que. Pour le coup, s'il y avait bien un match dont on était quasi sûr du scénario cette semaine, c'était celui-ci, et ça n'a pas loupé d'un centimètre, quoi. Et il n'y en a pas eu beaucoup, vu notre score pronostic, mais celui-là, on était sûr. Mais quand même, alors attention, il y a un record dans ce match pour les Bengals. 11e défaite de suite si tu cumules avec l'an dernier, record de la franchise égalé. Peut-être la 12e la semaine prochaine pour le record. Donc, c'est pas improbable parce qu'ils vont pas aller en chercher beaucoup à mon avis cette saison. Non, là ils filent vers le premier choix de la draft, surtout que maintenant que les Dolphins ont 2 victoires d'ailleurs. Et les Jets aussi d'ailleurs. Les Titans 35, Chiefs 32. Patrick Mahomes est revenu, 446 yards, 3 touchdowns, ça tout va bien. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer. Ils artillent de partout en attaque, tout va bien. Voilà. Mais la défense, ils ont un problème de défense.
Ils ont un problème de défense, toujours celui envisagé en intersaison, en début de saison. Là, ils prennent très très cher contre la course avec un Derrick Henry à plus de 100 yards. Mais malheureusement, enfin, à mon sens, ce match-là ne change pas grand-chose dans ce que je pense de la défense des Chiefs. C'est une défense qui s'en sortira si elle doit s'en sortir par des big plays, mais qui à l'heure actuelle n'a pas les joueurs et n'a pas les schémas défensifs, n'a pas le talent pour être une défense qui n'autorise pas de yards en fait. Je pense, ça sert à rien d'attendre ça d'eux de leur part cette saison. Ils vont encaisser des yards et ils s'en sortiront avec une interception, avec un sac. Et ça a failli passer en plus. Le pire, c'est que ils sont tellement forts en attaque que ça a failli passer parce qu'ils perdent des points sur l'équipe spéciale avec un intentional grounding sur un snap raté qui est quand même une première. Donc c'était un field goal. Ça se retrouve avec ton holder qui essaie de lancer le ballon et qui fait un intentional grounding et un field goal de l'égalisation qui est dévié. Donc ils sont passés pas loin. Mais oui, comme tu dis, il y a un vrai problème avec la qualité. J'ai même honnêtement, alors voilà, je passe pas ma vie le nez sur les stats. J'ai été étonné quand j'ai fait le papier d'apprendre que Emmanuel Ogba était leur meilleur saqueur en fait, parce que j'ai découvert ça en faisant le papier comme quoi il avait fini sa saison déchirure pectorale, et donc leur meilleur saqueur c'était Emmanuel Ogba qui était un ancien buzz des Browns quoi. Donc oui, ils sont en galère en termes de talent. Il faut quand même rendre à Ryan Tannehill ce qui lui appartient. Troisième comeback dans le 4e quart-temps depuis qu'il a repris en main cette équipe. Il est bien meilleur que Marcus Mariota. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence en attaque entre les Mariota et Tannehill. Ça, il le montre depuis 3 semaines. Il a cette capacité à aller chercher la victoire. Bon, les Titans savent ce qu'ils ont avec Tannehill. Et puis très belle course pour rentrer dans la end zone. Il y est allé. Non mais c'est un ancien receveur pour ceux qui savent pas à la fac. Donc il a retrouvé de l'instinct là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si je dis pas de bêtises, Mariota en dernière année de contrat, ils ont signé Tannehill pour 2 ans, je crois. Ouais, je crois que c'était 2. L'intéressant, c'est de savoir ce qu'ils vont faire à l'intersaison avec ces deux-là. Ouais, savoir si tu draftes aussi encore un mec pour mettre derrière Tannehill ou à côté. Enfin, ouais, ça va être intéressant en effet. Packers 26, Panthers 16. Sous la neige, les Packers sont tenus bon en défense en fin de match. Carolina a eu 4 tentatives dans les 4 yards adverses. Ils ont été opportunistes, les Packers, parce qu'ils arrachent 2 ballons à Kyle Allen pour 10 points au total. Ils ajoutent la victoire au forceps à leur palette, les Packers. J'ai l'impression que parce qu'on a l'impression que c'est une saison d'apprentissage. On apprenait l'attaque de Matt Lafleur, maintenant on apprend à gagner difficile. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Ouais, oui, c'est une victoire au forceps. Ils en avaient quand même besoin après la déconvenue. C'était la semaine passée contre les Chargers où ils se font humilier. C'est pareil, c'est une victoire au forceps, mais je trouve qu'on n'apprend pas grand chose sur les Packers en dehors de ça. Si ce n'est que couru, quand même. Voilà, si ce n'est qu'ils ont un vrai tandem, un vrai duo au sol. Jones-Williams, 6 yards par portée. Et ça aide quand même grandement cette équipe quand ils arrivent à jouer physique comme ça au sol et à imposer le jeu au sol. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet quand même d'enlever de la charge des épaules d'Aaron Rodgers par rapport à ces dernières années. Ah oui, ils sont à 156 yards au sol, 3 touchdowns, clairement. Et encore, tu as un Davante Adams à cette réception et 118 yards. Donc, ils se mettent ça fait bizarre de dire ça au bout de 10 semaines, mais ils continuent de se mettre en place parce qu'il y a eu la blessure de Davante Adams. Il est revenu que la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, de la semaine dernière. Donc oui, comme tu dis, on n'en apprend pas grand-chose, mais au moins, ils ont fait le taf. Et ils jouent les Niners après leur semaine de repos. Donc là ils ont une semaine de repos et ils jouent les Niners après je crois. Donc ça va être encore un beau test et ça va être un beau match. Je pense qu'on en saura encore plus à ce moment là. Pour les Panthers, si Kyle Allen prend soin du ballon, ce qui n'a pas été le cas, il en perd encore 2 si je dis pas de bêtises, c'est dommage parce qu'ils sont dans les matchs. C'est dommage, et en vrai c'est même dommage pour Kyle Allen dans ce match parce qu'il fait un dernier beau drive quand même où il va chercher sous la neige plusieurs grosses passes pour faire avancer l'équipe, et donc c'est McCaffrey qui est bloqué sur la dernière tentative à quelques secondes de la fin, à quelques mètres même de la centimètre on va dire de la goal line. Donc Kyle Allen a même été bon sur ce match en dehors de ses... Alors les pertes de balles comptent forcément mais il y a quand même des choses intéressantes avec lui sur ce match. Ils sont pas loin, il y a une défense qui a progressé, notamment sur leur backfield défensif à l'image du cornerback deuxième année, si je dis pas de bêtises, qui est bien meilleur que l'an dernier, sa saison rookie. Donc,
il leur manque peut-être encore ce petit truc en plus pour aller chercher les meilleurs. Peut-être plus une grande cible ou une grande cible aérienne peut-être qui pourrait faire la différence. Ça, c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils se cherchent des receveurs quand même, Carolina. Donc il faudrait que ce soit une priorité de la prochaine intersaison. Cowboys 24, Vikings 28. Les Vikings commencent à enchaîner. Victoire à l'extérieur en prime time contre une équipe qui prétend aux playoffs. Ça leur arrivait pas souvent. Leur défense a bien contenu Ezekiel Elliott. Jerry Jones a insisté là-dessus après match en disant ils ont montré ce qu'ils voulaient faire. Ils ont mis un signe. Ziki ne fera rien. Il a rien fait. Ils ont bien joué. Félicitations à eux. Bon, c'est bien de sa part. Il est mieux joueur que Jean-Michel Aulas, si j'ai bien compris ce qui s'est passé ce week-end. Donc ils ont bien tué le match aussi à la fin. Et surtout Dalvin Cook, un vrai prétendant au titre de joueur offensif de l'année. 97 yards au sol, 86 dans les airs, un touchdown de plus. Donc c'est le vrai moteur. Oui, parce qu'on parle de McCaffrey à Carolina, mais c'est pareil pour Cook à Minnesota. C'est absolument lui qui tient toute l'attaque de A à Z. Même sa capacité à être efficace au jeu au sol permet à Kirk Cousins d'enchaîner les play action pour éviter sur ce match la pression du pass rush des Cowboys. Beaucoup de play action grâce à ça. Il fait la pluie et le beau temps de son équipe en attaque. Faut rendre hommage aux Vikings quand même, qui l'an dernier n'avaient pas de jeu au sol, n'arrivaient pas à avancer au sol, et là cette année, bam, ils arrivent à exploser. Donc le retour de Dalvin Cook, mais aussi le beau taf du coordinateur offensif, il y a aucun doute là-dessus. Et une défense solide contre la course notamment. La passe, ça a été beaucoup plus compliqué, mais solide contre la course, et une belle victoire importante chez un rival pour une place en play-off. Un bon match des Vikings, comme tu l'as dit, dans la dynamique des dernières semaines. Et tu parlais du coordinateur offensif des Vikings. Celui des Cowboys a été moins inspiré parce que Dak Prescott est en feu et ils insistent au sol. Ah oui, il a été absolument moins inspiré puisque à un peu moins de 2 minutes de la fin, ils sont menés que de 4 points et ils vont chercher ces deuxième et troisième tentatives au sol alors qu'il y a 5-6 yards, qu'Ezekiel Elliott est totalement bloqué. Et comme tu l'as dit, Dak Prescott, lui, enchaîne peut-être un de ses meilleurs matchs en carrière où il arrive à trouver toutes les solutions, à faire avancer. C'est un choix... Mais bon, malheureusement, c'est encore une fois un peu du côté de Dallas, le coaching staff qui crée lui-même qui se tire des balles dans le pied et qui crée un peu un plafond autour de cette équipe et pas tellement surpris par ça à la fin. Il y aura des meilleurs jours. Browns 19, Bills 16. Les Browns ont gagné. Les Bills ont une attaque trop faible. Touchdown de la gagne à 1 minute 44 de la fin par Rashard Higgins. Derrière, les Bills ratent le field goal de l'égalisation. Est-ce que les Browns ont rassuré ? C'était mieux, un peu mieux offensivement, mais à peine mieux, parce que moi j'ai quand même en tête ces 8 actions de suite dans les 5 yards adverses sur la goal line, incapable de trouver la solution. Donc ce qui me conforte dans l'idée que le play calling offensif est encore très hésitant, et notamment en red zone. Donc là le problème est toujours le même. Ça va un peu mieux parce que plus de ballons donnés à Nick Chubb peut-être aussi, mais ça reste des Browns limités et qui s'en sortent parce qu'ils ont un peu plus de talent en attaque et que mais on l'avait dit aussi jeudi en preview, c'est que les Buffalo, à force de ne marquer que 14 points par match, tu peux pas tout remporter en NFL à 14 points par match, donc ça paye. C'est exactement ça. Ils marquent moins de 20 points, ils sont à 19 de moyenne, mais Josh Allen continue à être à 22 sur 41, 266 yards. Il est dans ses standards, il est même un peu plus haut en termes de yards gagnés. Mais c'est ce que tu dis, je pense que là, Buffalo, on connaît la limite actuellement. Donc à savoir si après eux, ils veulent faire quelque chose là-dessus ou pas pendant l'intersaison, ou s'ils ont confiance en Josh Allen. Mais ça changera pas en cours de saison. Là, on est parti pour ça. Donc on sait à quoi s'attendre. Il faut que leur défense maintienne les gars à moins de 15 points, grosso modo, quoi. C'est ça. Et puis eux sont en train de filer des cartouches pour se faire rattraper pour une wildcard, parce que mine de rien, les Steelers sont plus qu'à un match, les Colts sont qu'à un match, les Raiders ne sont qu'à un match. Enfin, ils sont en train de gentiment peut-être se faire rattraper. Donc voilà, problème offensif. Je suis en train de regarder leur calendrier. Ça joue Dolphins, Broncos, Cowboys, Ravens, Steelers, Patriots, Jets. Le passage Cowboys, Ravens, Steelers, Patriots, il pourrait leur faire très mal. Ouais. Ça risque, ça peut faire 4 défaites. Donc ça fait 7, donc il serait à 9-7.
Ouais, faut qu'ils arrivent au moins à arracher un de ces 4-là pour être à 10 et espérer avoir une wildcard. Et puis sincèrement, le match par exemple face à Denver n'est pas gagné d'avance parce que Denver allait mieux en défense. Et puis les Jets, tu sais jamais sur un match de division un peu fou en fin de comme saison. les Dolphins, j'ai envie de te dire, sur un match de division, tu sais jamais. Oui. S'ils se font taper par les Dolphins la semaine prochaine, ça pourrait être très compliqué. Ouais. Ça pourrait être très compliqué. Colts 12, Dolphins, tiens justement 16, deuxième victoire de suite pour Miami. Le savais-tu, Miami est l'équipe la moins pénalisée en NFL. Et ben, c'est à mettre à l'honneur de Brian Flores, j'ai envie de dire. C'est une stat qui m'a étonné parce que c'est quand même une équipe qui a du mal et qui a été très malmenée en début de saison, mais ils sont propres et comme tu dis, c'est à mettre au crédit du coach. Et ils continuent de se battre pour ce coach-là. Après, ils ont aussi profité d'une. Alors, ils l'ont provoqué, mais ils ont profité d'une soirée cauchemar des Colts. 3 interceptions pour Brian Hoyer, 1 sur 5 dans la red zone. Jacoby Brissett a clairement manqué parce que les Dolphins gagnent, mais avec 229 yards en attaque quand même. Ah oui, non, Jacoby Brissett a manqué et j'ai même envie de te dire que dans le cas pour Brian Hoyer, on peut aussi parler de l'absence d'un T.Y. Hilton qui, dans ce genre de match très serré, face au cornerback de Miami, je pense qu'un T.Y. Hilton aurait pu aller chercher un ou deux first down qui aurait fait la différence, sincèrement. Oui, parce qu'il n'y a que 4 points au bout. Ouais, il y a que 4 points d'écart. C'est quand même compliqué pour les Colts qui viennent d'enchaîner 2 défaites de suite sans Brissett. Du coup, ils voient les Raiders, Steelers leur remonter dessus au niveau du bilan. Il va pas falloir que les absences de Brissett et Hilton soient trop longues parce que oui, la défense est là, mais encore une fois, en NFL à l'heure actuelle, tu peux pas gagner des matchs si tu vas pas au-delà des 20 points. Enfin, de manière très compliquée. Donc, bon. Est-ce qu'il est temps de mettre Adam Vinatieri à la retraite ? Il a manqué son 6e extra point de la saison, il en est à 5 field goals manqués aussi. Alors j'ai envie de te dire, pour la gentillesse, ils peuvent attendre la semaine prochaine puisqu'il a qu'à un field goal du record. Ah bon, ça va. Donc, s'ils sont sympas, ils lui laissent la semaine prochaine, il bat le record et derrière ils en discutent. Mais mais il faut qu'il discute d'un truc genre retraite honorable, il annonce lui-même et tout quoi. Mais je sais. T'imagines le truc ultra froid quoi. Le mec il a fait le record et puis ils ont un deuxième kicker le jour même, tu sais, qui rentre sur le coup de pied suivant. Bon, merci. Ouais. Merci beaucoup, mais là il est temps de passer à autre chose. Mais comme tu dis, alors, tant mieux. Je pensais qu'il était un poil plus loin du record, mais non, je crois qu'il en est à 1, il me semble. Ah bah tant mieux, parce que là ça commence à sentir mauvais quand même. Après il a quoi, 46 ans, 47 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est énorme déjà ce qu'il a fait. Bears 20, Lions 13, Mitchell Trubisky, superstar disent les statistiques, puisqu'il a lancé 3 touchdowns. En vrai il a surtout profité d'une des pires défenses de la ligue. D'ailleurs, Chicago était pas vraiment brillant en début de match, mais les Lions n'avaient pas Matt Stafford, peut-être pour plusieurs semaines d'ailleurs, donc ça sent très très mauvais. Voilà, ouais. Mitchell Trubisky sauve pas sa saison là-dessus, mais les stats sont flatteuses. Non, et en plus, si tu regardes vraiment le match dans le détail, il a 3 drives de suite où il va chercher des touchdowns, mais qui sont avant c'est mauvais, après c'est mauvais. Enfin, il y a une espèce de phase où tout se passe bien, s'enchaîne, mais entre-temps... Encore une fois, heureusement que il n'y avait pas Stafford en face et que sa défense globalement maîtrise l'attaque des Lions et permet à l'équipe de s'envoler, parce que dans un match qui serait resté serré où la défense aurait craqué, encore une fois, je suis pas persuadé qu'il serait allé chercher la victoire. Donc bon, il mène que 7-6 à la pause, comme tu dis, il prend feu dans le troisième, enfin il en met 2 dans le troisième quart. Mais oui, en face c'est que Jeff Driscoll, comme tu dis, ça se joue à 7 points, donc si Stafford est là, a priori le delta il est là. Oui, non, mais je suis d'accord. Franchement, bon, après, on est face à 2 équipes là qui sont dans le négatif et qui sont quand même plutôt mal embarquées maintenant pour les playoffs. Buccaneers 30, Cardinals 27. Une victoire très moche, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruce Arians. Encore 3 ballons perdus pour Tampa, 2 pour les Cardinals. C'est une des nouveautés parce qu'ils n'en avaient perdu que 4 jusque-là. Des points, des retournements de situation, match plutôt fun, mais c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'on apprenne grand-chose de ces 2 équipes. Non, comme les... Non, t'as raison, je cherchais si on apprenait quelque chose de nouveau, mais les Buccaneers ont bien défendu au sol, sont capables d'être explosifs en attaque, les Cardinals ont une équipe en progression, mais avec une défense qui manque un peu de talent je trouve malgré tout en dehors de Chandler Jones, surtout que là Patrick Peterson s'est blessé.
Bon, voilà, c'est. En fait, ils ont bien buté contre la défense au sol des Buccaneers, dont on avait dit qu'elle était solide pour le coup. Et c'est vrai, Kenyan Drake est limité à 35 yards. Le meilleur coureur, c'est Kyler Murray qui est à 38 yards, mais en 3 courses seulement. Et donc derrière ça, ça a fait un peu plus de boulot pour Kyler Murray. Il est remonté à 44 passes, alors qu'on avait vu que ça avait baissé ces dernières semaines. Donc il a intercepté une fois. Fin de série d'ailleurs, il a signé la plus longue série de passes sans interception pour un rookie, avec 211 passes de suite, sans être intercepté. Mais comme tu dis, on n'apprend pas grand chose. Il y a des bons éclairs. Moi j'adore Christian Kirk qui fait un super boulot encore avec 3 touchdowns. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tout cas, les Cardinals en attaque ont des jeunes très intéressants à toutes les positions de skill player. Donc Drake running back, Murray quarterback et Kirk en receveur. Donc je me dis que l'an prochain, vraiment un petit travail de la même qualité en défense et tu peux avoir une équipe bien lancée pour les années à venir, quoi. Et puis moi je veux que Christian Kirk réussisse une grosse carrière pour qu'on puisse faire des blagues sur le Captain Kirk plein de fois, quoi. Non, et puis après pourtant pas, j'étais mort de rire sur le fumble de Ronald Jones là, qui relâche de manière un peu comique vers l'avant et tout. Je me suis dit waouh, Jameis Winston sort de ce corps, c'est contagieux visiblement. Et la petite info, je sais pas si t'as vu, Bruce Arians a dit après le match que s'il continue à ce rythme là, ça sent bon pour un nouveau contrat pour Jameis Winston. Et oui. Bruce Arians, c'est vraiment le mec qui se contente de peu, hein. Non, mais écoute, je sais pas. Jets 34, Giants 27, Jamal Adams 2 sacs, 2 fumbles forcés, 1 touchdown. Daniel Jones a encore lancé 4 touchdowns, mais il a encore perdu un ballon. Et puis il n'y a pas de défense derrière. Oui, globalement c'est quand même un match où, malgré quelques coups d'éclat défensifs par-ci par-là, c'est deux équipes qui ont montré leurs lacunes défensives. Et dans un certain cas, malgré le nombre de points, aussi des lacunes offensives, parce que le jeu au sol des deux côtés a été complètement annihilé. Un peu le meilleur du côté des Jets, mais bon, c'est pas ça. Il y a 23 yards au sol pour les Giants, dont 20 pour Daniel Jones. Oui, non, mais c'était catastrophique à ce niveau-là. Bon, moi, pour avoir pas mal regardé le match, je trouve que, encore une fois, ce match a illustré les questions autour du coaching pour les deux équipes, sincèrement. Il y a un moment quand Shurmur utilise Saquon Barkley comme il l'utilise et quand Adam Gase utilise Le'Veon Bell comme il l'utilise, bon. Voilà, alors, tu veux des stats? Je vais donner des stats pour illustrer ton propos. Elles sont tonitruantes. Saquon Barkley, 13 courses pour 1 yard. Donc 0,1 yard par course. Il y a un journaliste américain qui avait fait la conversion sur Twitter, alors je l'ai plus parce qu'en plus c'était en pouces et tout, mais en gros il disait il a gagné 15 cm par course ou un truc comme ça. C'est le truc horrible. Et Le'Veon Bell, 18 courses pour 34 yards et un touchdown, ce qui nous fait 1,9 yard par course. Au total on a quand même 2 attaques donc au sol de feu, tu l'as dit. Les Giants c'est 17 courses à 1,4 yard par course et les Jets c'est 29 courses à 2,6 yards par course. Donc grosso modo, si les mecs tombaient en avant à chaque snap, ils gagnaient à peu près plus de yards. Tu prends le ballon, tu trébuches en avant et tu t'allonges de tout ton long. Si tu fais 1m80, ça fait un peu plus que 1,4 yards. Donc on y est. Le dernier match de la semaine, Raiders 26, Chargers 24, c'était le match du jeudi. Moi j'en ai parlé dans le fauteuil, donc je vais te laisser parler. Pour moi, les deux équipes ont confirmé. Raiders sérieux, Chargers irrégulier. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, totalement d'accord là-dessus. Et donc, à quelque part, c'est pas plus mal que l'équipe régulière et sérieuse sorte victorieuse face on va dire, aux branleurs talentueux. C'est beau, oui. C'est bien des fois aussi que ça arrive. Donc, non, on n'a rien appris. Les Raiders sont bien relancés, mine de rien, dans la chasse à la wildcard en AFC. Ouais. Et oui, ils sont à 5-4. Ça va être intéressant à suivre jusqu'à la fin. Sacré pari réussi pour John Gruden si jamais il arrive à accrocher une wildcard. Donc on va suivre ça avec attention. Ouais, ce serait sacrément inattendu. Au moment où on se parle, si on regarde, on n'en est pas encore au point où on fait des points hebdomadaires sur la course au playoff sur le site, ça va approcher, mais les Raiders sont 7e de la conférence AFC au moment où on se parle, à 5 victoires, 4 défaites, à égalité avec les Colts qui sont classés 8e. Alors j'ai les tiebreakers, je vais pas vous faire le détail, mais en gros, les Raiders sont 7e devant les Colts et derrière les Steelers qui sont aussi à 5-4. Mais donc ils ont le même bilan que l'équipe qui est à 5-4. Donc c'est... Alors attends,
attends, pour l'instant, les Steelers sont devant sur les victoires dans la conférence, le pourcentage de victoires dans la conférence. Voilà. Mais voilà, et donc ces trois-là, Colts, Raiders, Steelers, sont un seul match derrière les Bills et une seule victoire derrière les Chiefs aussi, qui sont à 6-4. Ouais, après, ils rattraperont pas ceux-là, ça m'étonnerait. Mais il y a toujours Patrick Mahomes quand même du côté de Kansas City. Mais bon, ils sont à un match des Steelers. Enfin, ils sont à égalité avec les Steelers. C'est un match des Bills. C'est loin d'être impossible en tout cas de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est presque déjà une saison réussie pour les Raiders. Mais je suis d'accord avec toi. Ça fait plaisir de voir l'équipe sérieuse qui gagne. La logique est respectée de ce côté-là et ça fait plaisir. Les réactions, nos réactions, c'est fait. Les réactions des auditeurs, c'est maintenant, c'est dans le répondeur. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo, 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 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. Hello, c'est Bachi de Madagascar. En direct du Superdome, quelle ambiance mes amis, j'ai pas connu ça depuis le Ball Breaker Tour en 95 de CDC. Waouh! À tout à l'heure pour le résultat, c'est la présentation des joueurs. Salut! Salut à tous, c'est Arthur Luth. Petit défi, si les Falcons gagnent le Super Bowl cette année, je paie ma tournée à toute l'équipe de TD Actu. Surtout à toi Raphaël. Allez, ciao. Bonsoir TDA, voilà, c'est Alex de Toulouse. Je voulais passer une petite dédicace à Alain Mattei. Je viens de terminer le match Oakland contre Chargers. Et Alain, pour son commentaire très éclairé en disant que Philip Rivers c'était le Jameis Winston du riche, parce que ce soir, il a encore balancé quelques saucisses et il m'a valu quelques fous rires. Donc voilà, big up Alain et merci pour votre émission. Salut Touchdown Actu, toute l'équipe, c'est Vincent de Montpellier, supporter des Vikings. Je suis très heureux que Kirk Cousins s'est retrouvé des bras, parce qu'en début de saison c'était quand même pas ça du tout. Ensuite, je voudrais faire un petit coucou à Raoul Villeroy qui m'a fait découvrir ce podcast que j'adore. Et puis enfin, je voudrais poser une question à Alain. Qu'est-ce que tu as fait, Alain? Pourquoi les résultats des matchs depuis 2 semaines, c'est n'importe quoi? Pourquoi on perd tous nos pronos? Tu as jinxé quelqu'un d'autre que les Jets, Alain? Allez, merci, salut et profitez du podcast. C'est toujours Bachi depuis le Superdome. Eh bien, bravo aux Dirty Birds pour leur belle victoire. Les Dirty Birds n'ont pas volé mais marché aujourd'hui, bravo à eux. Et puis surtout, côté Saints, beaucoup trop d'indiscipline, plus de 80 yards perdus, c'est rédhibitoire. Bon, c'est une bonne leçon pour les Saints, on va se remobiliser pour les prochaines fois. C'est toujours 7-2 dans cette ligue, bravo. Sinon, expérience personnelle incroyable, ce Superdome, franchement c'est bluffant. À essayer au moins une fois dans sa vie. Salut, salut! Merci à tous pour vos messages. On passe évidemment au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, quel est ton top ? Alors, on l'a très vite évoqué dans le débrief. Mike Tomlin, du côté des Steelers, on l'a assez critiqué ces derniers temps, à juste titre. D'ailleurs, je pense qu'une partie de nos critiques était largement fondée sur l'ami Tomlin. Pour ne pas passer sous silence quand ça se passe beaucoup mieux du côté de Pittsburgh. Il a eu une intersaison compliquée à gérer avec les pertes d'Antonio Brown et de Le'Veon Bell, la blessure de Big Ben qui est très vite arrivée dans la saison. Et malgré tout, ces Steelers sont loin d'être ridicules de semaine en semaine. Il a redonné une identité à cette équipe défensive. Ils sont en course pour une place en play-off. Et quand on voit en plus dans tout ça comment Antonio Brown explose en dehors de l'équipe, on peut se dire que finalement ces dernières années du côté de Steelers, il n'était pas si mal géré que ça par Mike Tomlin, et qu'en tout cas les quelques cas du vestiaire étaient plutôt bien gérés in fine. Donc voilà, je trouve que ce soit en termes de management d'équipe ou on va dire sur l'humain ou en termes de résultats, il fait quelque chose de vraiment pas mal, et après l'avoir assez critiqué, je trouvais que ça méritait une petite mise en avant.
Ouais, non, mais clairement, il y a un truc, on vient de le dire tout à l'heure, hein, Pittsburgh, au moment où on se parle, sera en playoff. Donc c'est quand même Mm. plutôt pas mal quand tu as perdu ton quarterback, que tu as perdu Le'Veon Bell, Antonio Brown à l'intersaison et tout ça. Donc, ouais, non, il y a vraiment. Il faut rendre il faut rendre à Mike Tomlin ce qui appartient à Mike Tomlin. Mon top de la semaine, c'est Sam Darnold. C'est Sam Darnold. On peut faire les playoffs, a dit Sam Darnold. Moi, qu'on me dise plus que je les hype, les mecs ont pas besoin de moi, hein. C'est-à-dire que jamais j'aurais osé dire ça, même pour rire. J'ai lu la déclaration d'abord sans voir la vidéo. Je me suis dit, non, mais c'est genre, peut-être c'était une blague, ou il le dit en rigolant, ou il y a un petit sourire et tout. Et non, il a l'air sérieux, hein. Il a l'air sérieux. Donc Sam Darnold et Jamal Adams, je pense qu'ils peuvent faire les playoffs. Donc pour moi, c'est mes tops de la semaine, assurément. Je pense que ça me délivre de ce que j'aurais pu ce que j'aurais pu porter la poisse ou quoi aux Jets. Encore une fois, honnêtement, ils ont pas besoin de moi, ces deux mecs-là, s'ils pensent eux-mêmes ça. Ton flop, Raphaël. Mon flop, donc on l'a évoqué aussi, mais c'est le play call offensif des Cowboys dans ce Monday Night, enfin dans Sunday Night Football face aux Vikings, où sincèrement, encore une fois, à mon sens, le coaching staff de Dallas a montré ses limites avec un choix absolument absurde de forcer sur Ezekiel Elliott qui ne passait pas plutôt que sur Dak Prescott qui était en feu. Et pourtant, nombreux sont ceux qui savent que je suis pas spécialement hypé par Dak Prescott, mais là, il faisait clairement le taf. Et il y a un moment, les équipes NFL à s'entêter dans certains choix parce que, enfin, voilà, je sais pas. Et Dallas l'a prouvé sur ce match et très sceptique sur le coaching staff, encore une fois. Ouais, non mais oui, complètement, c'était des choix assez étonnants. Le flop pour moi, j'en ai parlé un petit peu dans les leçons de la semaine sur le site si vous l'avez lu, c'était le touchdown refusé à Jerry Hughes contre les Browns. Alors oui, le point de vue règlement, c'est une passe en avant et elle tombe par terre et donc c'est une passe incomplète. C'est plus sur l'esprit, moi, que ça m'embête. Parce que dans les faits, on va pas se mentir, ça ressemble quand même à un toss ou à une transmission à un coureur. Et dans les faits, ça me choquerait pas quand même que dans l'autre sens. Alors voilà, je suis choqué, pas par la décision, très bien, vous avez été plusieurs à me le rappeler dans les commentaires, c'est la règle a été appliquée à la lettre et tout ça. Donc dans ce cas-là, je vais critiquer la règle, encore une fois, mais je trouve que c'est la règle. Le ballon, il fait 3 cm en avant dans les faits, c'est pas une passe, c'est une transmission. Et donc quand ça tombe comme ça, c'est une erreur de timing, c'est pas une erreur de passe ou quoi, c'est une erreur de transmission de timing dans la transmission et tout ça. Et je trouve ça hyper dur. Pour moi, pour ce genre d'action-là, c'est une erreur dans la transmission, le ballon il va au sol, la défense elle le récupère, elle va au bout et c'est touchdown quoi. Donc je sais pas, ou alors je suis à côté de la plaque, Raphaël, dis-moi, mais... Non, mais pourquoi pas. Après, je pense que peut-être la difficulté en termes de règlement là-dessus, c'est quel est, on va dire, vu que là tu dis il y a 3 cm de transmission en avant, à partir de quand vraiment quelle distance tu changes entre la passe et la transmission, quoi. À quel moment tu mesures Ouais. Tu vois ce que... Enfin... Oui, je vois ce que tu veux. Non, mais je comprends. Après, je comprends qu'il faut qu'il y ait des règles établies pour qu'on s'en sorte aussi. Bon. Hein. C'est déjà assez dur et il y a déjà assez d'erreurs d'arbitrage comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a déjà tellement de choses à leur reprocher dans non-application bien du règlement que malheureusement, quand ils l'appliquent... Bon. Après, tu vois, je me dis, on a quand même des tonnes d'actions où c'est des jugements hyper bizarres. Enfin, tu vois, genre rien que le mouvement du bras vers l'avant, des fois, sur les fumbles ou des trucs comme ça. Donc, de juger s'il y avait une intentionnalité de passe ou une intentionnalité de transmission, ça me paraît pas beaucoup plus difficile que certains points de règlement. Mais après, on est d'accord, il y a déjà plein de choses. À la limite, un coup de sifflet qui m'a encore plus choqué, c'est sur le match 49ers Seahawks, quand Russell Wilson s'échappe d'un sac et qui siffle en fait la fin de l'action derrière la ligne de scrimmage parce qu'ils estiment que c'était fini. Enfin, sur le même coup de sifflet, ça veut dire qu'il n'y avait pas de helmet catch. Parce que c'est quasiment exactement la même chose. Ils attrapent l'épaulière, il arrive à s'extirper et à partir, et il allait partir à la course, et en fait il lui siffle, c'est quasiment un sac en fait, c'est derrière je me demande même si ça n'a pas été comptabilisé comme un sac du coup, parce que c'est derrière la ligne de scrimmage. Ouais, je sais plus ça, mais effectivement. Et donc c'est en fin de match, c'est hyper important. Alors heureusement derrière il réussit une énorme passe sur 3ème et 16, mais franchement, celui-là, moi je l'aurais eu de travers pour eux s'il avait été, si derrière ils convertissent pas la 3ème tentative, parce que c'était dans la fin de match, je sais plus quel drive exactement pour aller chercher l'égalisation ou le field goal qui les fait passer devant, je sais plus, mais ouais, ça c'est encore, je crois que ça me désarçonne encore plus. Bon. Voilà pour les tops et les flops, on finit avec les questions.
Les questions cette semaine, Raphaël, on commence avec une question de Saïxol qui demande, j'ai demandé la semaine dernière si selon vous la AFC était scellée, vous aviez répondu oui, j'étais d'accord avec vous, j'aimerais maintenant savoir si selon vous la AFC est complètement relancée depuis les défaites des Colts, Chiefs, Bills, un indice, la réponse est oui. Bon bah je crois qu'il a tout dit. Oui, il a tout dit, il a tout dit. Alors pour vous donner un panorama quand même, on va estimer qu'à partir de la 10e place, les Jaguars à 4 victoires, c'est difficile. Mais derrière, au-dessus, on a donc les Titans à 5-5, les Colts à 5-4, les Raiders à 5-4, les Steelers à 5-4, les Bills à 6-3, les Chiefs à 6-4 et les Texans à 6-3. Donc oui, tout ça va bouger. En fait, derrière Baltimore à 7-2 et les Patriots à 8-1, pour l'instant, c'est quand même très très incertain. Alors, Raphaël, il va falloir se concentrer. Question de numéro 3. Salut l'équipe, un grand merci pour votre travail. Pour gagner un match, vous préférez avoir dans votre équipe, alors là c'est des dilemmes, un excellent quarterback avec une ligne offensive complètement nulle et un running back quelconque, ou un quarterback vraiment limité avec une ligne et un coureur excellent. Donc en gros, quarterback et rien autour, ou pas de quarterback mais tout le reste. Je vais partir sur le quarterback. Ah bah tu vois, moi je serais allé à quarterback avec très bonne ligne et très bon coureur. Avec un peu l'exemple, alors je dis pas par rapport à son niveau actuel, mais genre Dak Prescott dans sa saison rookie quasiment, qui va en playoff avec Dallas ou des choses comme ça. Ouais. Ça se discute, hein. C'est des bons dilemmes. Autre proposition, une ligne offensive excellente avec une ligne défensive peu efficace, ou une ligne offensive moyenne et une ligne défensive exceptionnelle. Voilà, ligne offensive moyenne et une ligne défensive exceptionnelle. Ouais. Oui, bah si en plus la ligne offensive est que moyenne, ça, si c'est que moyenne, c'est entre le peu efficace et moyenne, j'ai choisi. Ouais, c'est ça. Des receveurs exceptionnels avec des defensive backs moyens, ou des receveurs moyens avec des defensive backs exceptionnels. Je pense qu'il faut les defensive backs exceptionnels plutôt, non? Oui. On peut gagner sans grand receveur. Ouais. Question de The Manant. Alors, pour vous, au niveau du fond de classement, quelle équipe rebondira le mieux l'année prochaine? Les Dolphins, entre parenthèses, je ne peux toujours pas enlever Tip Payne et Pitbull de ma tête. Les Redskins, s'ils trouvent une nouvelle équipe médicale. Les Bengals, ils ont déjà rebondi dans le passé pour l'interrogation. Les Giants avec Raphaël en GM. Les Jets, il y a encore des espoirs au niveau quarterback. Ou les Falcons, désolé Grégory de les voir là. Bah, les Falcons, en théorie, il y a le plus de matos. Les Falcons, oui, je suis d'accord. Ouais. Ça paraît être le plus... Il a quel âge, Matt Ryan, maintenant? 33, donc quelque chose comme ça, ou 35? Oui, 33, 34. Il reste encore un petit peu de temps. Tu te rends compte ce qu'on dit à une époque, 33, 34, c'était quasiment la retraite quand même d'un quarterback. Maintenant, on est là, oh, il a le temps. Football Fiction, une page d'histoire NFL se tourne. Où les voyez-vous dans 7 mois? Tu as le choix dans la même équipe, à la retraite, ou dans une autre équipe. Et si oui, vous avez des idées. La destination, quoi. Voilà. Eli Manning, 38 ans, fin de contrat en 2020. Retraite d'Eli Manning. Ouais, c'est pas bête. Cam Newton, 30 ans, fin de contrat en 2021. Je le vois dans la même équipe parce que j'ai du mal à croire que les Panthers vont s'en débarrasser. Ouais, ça parle de plus en plus d'un échange. Hein. Maintenant, s'il s'en débarrasse et qu'il est changé, j'aimerais bien à titre personnel le voir à Chicago. Ouais, pareil. Andy Dalton, 32 ans, fin de contrat 2021. Il va changer d'équipe. Oui. Ah bah oui, clairement, il a l'air bien. Il va changer d'équipe et où par contre c'est pas facile, il n'y a pas tant d'équipes qui ont besoin d'un... Ou alors les Titans, on disait, ils savent pas trop avec Tannehill et Mariota. Ouais. Mais ce serait un peu bizarre. Je sais pas à quel point il est prêt à prendre un poste de remplaçant ou pas aussi. Ça dépend peut-être un peu de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Les équipes pourraient mettre un peu. On voit qu'il y a beaucoup de blessures et que souvent les quarterbacks manquent des matchs maintenant. Ça peut mettre plus d'argent sur un remplaçant et choisir une. Il y a Denver qui cherche éternellement un quarterback. Allez, ils ont drafté Drew Lock. Soyons complètement fous. Il essaye d'aller concurrencer Jared Goff à Los Angeles. Ouais, pas bête. Joe Flacco, 34 ans, fin de contrat 2021. Il va rester dans la même, non? Bah, ouais. Tu vois, je le verrais presque prendre sa retraite, moi. Oui, ouais. Franchement, Ben Roethlisberger, 37 ans, fin de contrat 2022. Bon, ça reste à Pittsburgh. Même équipe. Sauf si les blessures font qu'il veut partir à la retraite. Mais en tout cas, il sera pas échangé, il sera pas...
Philip Rivers, 37 ans, fin de contrat 2020. C'est pareil, il reste dans la même équipe. Oui, ou retraite. Et Tom Brady, 42 ans, fin de contrat 2020. Il signe aux Titans, tu sais le truc. Ouais, retraite. Tu sais le coup complètement improbable des Titans qui signent Tom Brady pendant l'intersaison. Il aime bien Mike ça Vrabel. serait dingue, ouais. Ça serait dingue. Tu penses qu'il prend sa retraite, du coup? Fin 2020, ouais. Ah non, mais je dis, en fait, il disait fin de contrat 2020, c'est-à-dire que oui. là, il est en fin de contrat en mars. Oui, là, il a... je pense que ce qui pourrait se passer en février peut avoir un impact dessus, sincèrement. Ouais, s'il gagne un 7ème titre, c'est incroyable, il peut partir. Hein. Enfin, il aurait pu déjà partir au 6ème. Oui, il pouvait partir. Mais ouais, là, c'est incroyable la motivation de courir encore après quand on a 6, quand même. Ouais, clairement. Ouais. Surtout à 42 piges, quand t'es multimillionnaire, que t'as des gosses. C'est vrai, en plus. Enfin, tu vois, même le côté famille, je pourrais comprendre qu'il ait envie de... Ah oui, non, mais attends. Oui, ça fait un moment qu'on pourrait comprendre. Même le côté santé, même si lui se porte très bien physiquement, tu sais jamais, le mauvais choc au football américain peut impacter la suite. Donc si le mec il va chercher 7 titres à 40 ans, enfin ah ouais, non, mais là ce serait assez pas grand chose à lui dire s'il part à la retraite là-dessus, hein. C'est clair. Ou alors un jour on découvre que c'était le premier cyborg hyper humain ou un truc comme ça, parce que c'est pas comme tu dis, quoi, la santé, les trucs, enfin il y a quand même des trucs, bon bref. Question d'Eagles 43, alors je pense que c'est plus une remarque qu'une question, mais je trouvais ça sympa de la lire. Comment expliquer certains plaquages loupés en NFL alors que si les défenseurs plaquent aux jambes ou à la taille, l'attaquant serait stoppé, mais non les gars s'entêtent à jeter l'épaule ou bloquer sur le haut du corps. En tant que joueur de rugby mais fan de NFL, je ne comprends pas, avec des points d'exclamation partout. Bon, je pense que si les joueurs de rugby, c'était plus une remarque qu'une question. Oui, ouais. Après, à noter juste que j'avais lu des commentaires qui disaient que la technique de plaquage pouvait pas être tout à fait la même avec équipement qu'au rugby où il n'y a pas d'équipement, qu'en fait c'est pas si facile que ça de transposer le plaquage type rugby à des joueurs équipés d'épaulières, de casques et tout. C'est pas si évident que ça en fait. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Eh bien, on va s'arrêter sur cette bonne remarque. Justement, c'est comme ça que se termine l'épisode 320 du podcast Touchdown Actu. On vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches avec Happy Hour. Pour ceux qui viennent voir les matchs, ne ratez pas ça. Évidemment, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Il y a Karim et Anandel qui se sont ajoutés à la liste. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, Alain Mattei pour moi-même, @RaoulVDG, @Camille Saraben et @Yellow Radiosa pour suivre les 3 amis qui ne sont pas là aujourd'hui mais qu'on salue évidemment. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël. Eh ben merci à toi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Très bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview des matchs de la semaine. Ce sera Raoul et Grégory qui vous accompagneront. À très bientôt. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit